Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à l'œil de l'actualité ce samedi. Nous irons à l'entame de cette édition dans la ville de Ferkessédougou, chants et danses dans les villages environnants de la ville. Des populations heureuses, ambiance de fête pour accueillir la première dame Dominique Ouattara qui a procédé à l'inauguration d'un centre de santé urbain dans cette ville. À suivre le compte-rendu de Viviane Naïm. La Côte d'Ivoire présente au 26e Salon du chocolat qui se tient en France à Paris après une année blanche due aux contraintes imposées par la crise sanitaire de la Covid-19. Ce retour mobilise 237 exposants issus de 17 pays. Les échos de cette présence ivoirienne à suivre avec notre reporter Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris. Un sommet du G20 s'ouvre ce samedi à Rome en Italie. Pendant 2 jours, les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde discuteront de la pandémie de Covid-19, de la reprise de l'économie et du climat. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'informations. Beaucoup de joie et d'émotion dans le cœur des populations de la localité de Ferkessédougou. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, des populations heureuses d'accueillir la première dame Dominique Ouattara qui a procédé à l'inauguration d'un centre de santé urbain à Ferkessédougou. Les populations des villages environnants lui ont réservé un accueil chaleureux. C'est ce que nous décrit Viviane Naïm. Visite mémorable que celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Ferkessédougou, le cortège de la première dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR. Le cortège s'est immobilisé. La première dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la première dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Ferkessédougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la première dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Ferkessédougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La première dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. Et quittant le nord de la Côte d'Ivoire pour le district des Lacs, dans le centre du pays, nommé parmi 12 cadres du pays en juin dernier en application de la politique de décentralisation du président de la République Alassane Ouattara pour coordonner le développement local. Raymond Goudou Kofi vient d'être installé à Dimbokro, chef-lieu de son district, dans ses fonctions de ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Étaient présents plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui représentait le Premier ministre et le président du Sénat. Tous deux patrons de la cérémonie, les missions du ministre-gouverneur ont été expliquées et les populations priées de les soutenir. Léon Brou. La ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, officiellement dans ses fonctions, à partir de cette installation par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le président du Sénat et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre Patrick Achi. Ainsi donc, Raymond Goudou Kofi à l'onction des cadres des régions de Lifou, Nzi et Bélier, comme celle du gouvernement pour coordonner le développement impulsé par les collectivités décentralisées et faire le suivi des grands projets de l'État pour le bien-être des populations. Que l'on retienne que nous devons faire en sorte que les projets du gouvernement
à travers le programme social du gouvernement, le PSGouv 2, et la mise en œuvre du programme national de développement, le PND 2021-2025, impactent réellement sur le district des Lacs. Comme les autres intervenants, les ministres Amédée Kouakou et Kandia Camara, voire le président du Sénat, sont unanimes. La proximité de Raymond Ogoudou Kofi avec les populations et ses 10 années d'expérience au gouvernement, qui du reste motive sa nomination par le chef de l'État, constituent ses atouts pour réussir ses missions. Mais faut-il encore la paix, l'union, la cohésion et le soutien des populations? Chers parents, chefs de village, chefs de canton, chefs de communauté, guides religieux, femmes, jeunes, si vous ne la soutenez pas dans la mise en œuvre de ces projets, elle ne réussira pas. Il faut qu'il y ait de l'entente. L'entente entre les fils de cette région. On a besoin de cohésion, on a besoin de paix, on a besoin d'être tous autour du président Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit de la dynamique impulsée par le président Alassane Ouattara, raison de la multiplication des organes de développement local à travers la création des districts autonomes et la nomination en juin dernier de 12 ministres-gouverneurs, dont Raymond Ogoudou Kofi, la seule femme. Et du côté de Bingerville, cette nouvelle qui devrait réjouir les populations, un nouveau marché moderne sortira bientôt de terre. Selon les autorités communales, ce marché futuriste va coûter 6 milliards de francs CFA. La pose de sa première pierre s'est déroulée en présence des commerçants des autorités administratives et traditionnelles de Bingerville. Godefroy Okambawa. C'est sur ce site de l'ancien marché de Bingerville, d'une superficie de 2,6 hectares, que sera construit le tout nouveau marché de la commune. Un marché de type moderne qui prend en compte des aires de chargement et de déchargement avec plus de 1000 magasins et près de 900 étals pour les commerçants de la commune. Nous sommes ravis et heureux qu'au niveau de Bingerville, nous allons avoir désormais un marché moderne digne de Bingerville. Ça, c'est la fierté de tous les commerçants. Pour le député maire de la commune de Bingerville, la construction de ce marché répond de la nécessité de créer de meilleures conditions et un environnement attractif pour les commerçants. Le conseil municipal a un programme bien défini que nous avons soumis aux Bingervillois. À la phase de réalisation, il était important pour le conseil municipal de trouver un entrepreneur sérieux qui allait commencer les travaux et les terminer dans les délais. Selon les autorités municipales de Bingerville, ce futur marché moderne se veut comme le plus grand du district d'Abidjan. Un marché futuriste qui viendra renforcer la dynamique économique enclenchée depuis quelques années dans la commune. Il va coûter 6 milliards de francs CFA. Les travaux prennent fin dans 15 mois. Direction Paris, la capitale française, où la Côte d'Ivoire est présente dans le cadre du 26e Salon du chocolat qui s'y tient. Après une année blanche due aux contraintes imposées par la crise sanitaire de la Covid-19, ce retour mobilise 237 exposants issus de 17 pays. Le rendez-vous se veut festif et l'accent est mis cette année sur un élan solidaire pour soutenir la profession et encourager les perspectives. À la cérémonie d'ouverture, le ministre français délégué au PME, Alain Rizet, a marqué un arrêt au stand officiel ivoirien tenu par le Conseil du Café Cacao. Il avait à ses côtés Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui a mis à profit l'occasion pour réaffirmer la détermination du président Alassane Ouattara de maintenir le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de cacao-culture. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. Deuxième jour du Salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire est sur le podium cacao chaud. L'opportunité de broyage dans les pays producteurs, c'est le sujet principal abordé par Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Son exposé démontre les avantages de la politique de soutien à la transformation locale du cacao. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une victoire pour les pays producteurs car depuis que nous participons à ce salon, c'est la première fois que les producteurs arrivent à s'exprimer sur leurs préoccupations. Il fallait amener le débat au grand public pour que les consommateurs sachent que sur 100 milliards de dollars que génère la filière du cacao de façon mondiale, il n'y a que 3% qui reviennent à nous pays producteurs. Sur ce même podium, d'autres acteurs ivoiriens très applaudis. Qu'ils soient planteurs ou chocolatiers, leur vœu reste le même. C'est de voir leurs revenus s'accroître. Ils nous ont donné la possibilité de parler à tous ces consommateurs européens pour qu'ils prennent conscience que acheter le cacao à 1 € et des broutilles, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Mon passage sur ce plateau
montre que les producteurs ont une importance dans la vie de la chocolaterie dans ce monde entier. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ne manque pas d'afficher l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara. Une ambition qui vise à permettre, selon lui, aux planteurs et aux artisans chocolatiers de mieux tirer profit de leur labeur. En 2010, on était à environ 15 à 20% de taux de transformation. Aujourd'hui, avec la politique mise en place par le président Alassane Ouattara, nous sommes environ 40% de taux de transformation. L'ambition affichée par la Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit à plus de 60% de transformation de sa production nationale. Ceci pour créer de la valeur ajoutée. À ce 26e salon du chocolat et du cacao, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du monde de fèves de cacao, avec 40% de production, intéresse visiblement de nombreux visiteurs. Et retour à Abidjan pour suivre l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 29 octobre 2021, 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 2978 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 39 guéris et 1 décès. À la date donc du 29 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 271 cas confirmés, dont 59 954 personnes guéries, 692 décès et 625 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 086 735 le 28 octobre. 43 466 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 236 700 doses du 1er mars au 28 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, rappelons-le, invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. Vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le également, est gratuite et volontaire. Et pour être plus efficace face à la Covid-19, une chaîne de solidarité, on a pu le constater ici, mise en place, répondant à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans cet élan, la Fondation Orange fait don au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de 1000 chaises et une soixantaine de bâches. La Fondation, par ce geste, traduit son soutien à la politique sanitaire du pays. Une remise de dons qui a eu lieu à l'Institut national de santé publique. Marie-Loïse Treirou, Salimata Dia. La chaîne de solidarité se poursuit autour du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Fondation Orange Côte d'Ivoire a fait don de matériel qui vient en appui aux actions de lutte contre la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, toujours dans cette dynamique, nous poursuivons notre soutien auprès du ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la couverture maladie dans cette campagne de vaccination à travers ce don de matériel logistique qui permettra de multiplier les points de vaccination. À travers ces abris, l'idée c'est d'avoir un maximum de points de vaccination un peu partout sur le territoire ivoirien. Les dons sont destinés aux différents sites de vaccination. Cette performance fait de la Côte d'Ivoire un modèle. Ce acte proposé est de haute portée sociale, en soutien aux efforts initiés par le gouvernement ivoirien pour réduire l'impact de la maladie à coronavirus sur la population ivoirienne et bien entendu sur les activités économiques de notre pays. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, appelle à nouveau les partenaires à s'impliquer auprès de l'État pour une lutte davantage efficace contre la maladie. Et sachez également qu'un sommet du G20 s'ouvre ce samedi à Rome, en Italie. Pendant 2 jours, les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde discuteront de la pandémie de Covid-19, de la reprise de l'économie et du climat. À la veille de l'ouverture de ce sommet international, hier vendredi dans l'après-midi, le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont rencontrés à l'ambassade de France au Vatican. Officiellement, il s'agissait de renforcer la coopération entre la France et les États-Unis ainsi que la défense européenne et d'aborder la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Dans le fil de l'actualité, sachez que le ministre de l'Environnement et du Développement durable et la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant ont signé un mémorandum pour soutenir durablement une action climatique qui répond aux questions du genre. La signature de ce mémorandum a pour objectif de développer une meilleure compréhension de la notion du genre et des changements
climatique, mais aussi d'accélérer le traitement en commun de ces deux questions pour une plus grande efficacité des investissements dans ces différents domaines. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Direction à présent Katiola. L'orpaillage a des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement dans cette ville. Des solutions sont proposées par l'ONG canadienne Impact pour encadrer les travailleurs miniers. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. La déforestation, les problèmes de santé chez l'homme allant jusqu'à la mort sont entre autres des conséquences de l'orpaillage mal pratiqué. Cette situation, contre laquelle les gouvernants penchent depuis quelques années, est aussi l'affaire de nombreuses ONG. L'ONG canadienne Impact à Dabakala lance son projet Or Juste. Ce projet a pour objectif de mieux structurer le travail artisanal minier et de le rendre professionnel. On ne savait pas que des orpailleurs pouvaient vivre dans un local comme une administration normale. Nous, on pensait que tout était focalisé sur la parcelle. Selon les gestionnaires du projet, Or Juste, c'est un nouvel ère pour le secteur minier ivoirien en termes de perception de l'orpaillage. Sur le site d'exploitation, il s'agissait de mettre en place un système de traçabilité de l'or artisanal pour que l'État puisse avoir les moyens de contrôler ce qui se passe sur le site d'exploitation artisanale, contrairement aux autres sites où c'est le désordre qui règne, et l'informalité, la clandestinité. Le préfet de la région du Hambol a axé sa communication sur les effets néfastes de l'orpaillage et salue l'initiative d'améliorer le système minier. L'ONG Impact, au terme de sa mission à Dabakala, peut compter sur la coopérative Copeda pour mettre en valeur toutes les recommandations reçues au cours du séjour dans le Hambol. Un reportage signé Kader Sogodogo et du côté du tribunal militaire. 19 avocats militaires ont prêté serment dans le cadre de leur nouvelle fonction. Issus de la police, de la gendarmerie, ils auront désormais pour mission d'assurer les défenses de leurs frères d'armes. Laure Goretti. Ces 19 nouveaux avocats militaires sont issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police et de la gendarmerie nationale, en jurant d'exercer leur métier avec honnêteté, discipline et probité, afin de ne rendre compte qu'à la seule autorité de la loi de l'exercice de leur devoir d'avocat. Ils viennent étoffer le personnel du tribunal militaire d'Abidjan. C'est une profession que je lorgnais depuis mes études universitaires à la faculté de droit. Donc aujourd'hui, je dis que le vœu est accompli. L'avocat, il a 4 fonctions. La première fonction, c'est de conseiller. La deuxième fonction, c'est de représenter. La troisième fonction, c'est d'assister. Et en dernier lieu, la fonction de défendre. Ces nouveaux avocats militaires ont le même rôle que des avocats civils. Kakoubandi Gilbert, doyen des avocats militaires, s'est réjoui de ces nouveaux arrivants qui viennent renforcer l'équipe qui ne comptait que 36 éléments. 19 personnes du coup, ça veut dire que la profession fait des émules et les gens commencent à comprendre l'importance de ce travail. Et vraiment, je suis heureux de constater cet engouement-là. Pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, des femmes accèdent aussi à ce grade et deviennent donc des avocates militaires. C'est un sentiment de fierté qui m'habite parce que aujourd'hui je suis avocat militaire. Dès mon adolescence, j'ai aspiré à ce corps et je me suis dit au pire des cas, si je n'arrivais pas à être magistrat ou avocat, je serais corps habillé, comme on le dit couramment. C'est en somme une manière pour moi d'atteindre l'un de mes objectifs. Le contre-amiral Ange Kessiberna Kwame, commissaire du gouvernement, a rappelé à ses avocats qu'ils ne sont soumis qu'à la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Désormais, ces nouveaux avocats militaires auront pour mission de défendre des clients de la même corporation, traduit devant le tribunal militaire d'Abidjan. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, un reportage de Laure Goretti, commenté par Abou Sanogo. Faisons à présent une incursion dans l'univers de la danse Zaouli. Ils sont officiellement 265 personnes qui pratiquent le Zaouli en Côte d'Ivoire selon leur association. Des acteurs identifiés principalement dans 14 villages de la région de la Maraoué, temple de cette danse devenue typique et qui s'exporte même à l'international. Si certains danseurs, percussionnistes et leurs groupes ont très tôt connu le succès,
ce n'est pas le cas pour les précurseurs du Zaouli qui demeurent encore dans l'anonymat. La concurrence entre les villages est rude et pour réussir à s'imposer, il faut justement laisser parler son génie. Le reportage de Didier Nguessan. Place publique de Bogo-Penfla, dans le département de Zieunula, les batteurs s'échauffent en attendant le masque Zaouli. À l'autre bout du village, dans cette case, Delpech, le danseur principal, se prépare. Ici, rien de mystérieux, femmes et enfants assistent aux préparatifs. Le masque fait son entrée majestueuse sur la place publique. Le spectacle peut commencer. Chanteurs, flûtistes, percussionnistes ou danseurs, ces praticiens du Zaouli ne vivent pas à plein temps de la danse. Chacun a une autre activité. Delpech, lui, est électricien, mais la danse est sa vocation. Quand j'étais petit, j'ai commencé à danser les enfants. Maintenant, quand je sors, si je bouge mes pieds comme ça, si les gens regardent net, je me cache. Actuellement, ça va. À Montfla, l'un des 14 villages praticiens du Zaouli, Zamblebi Nestor est une vedette et sa renommée va bien au-delà de ce petit village. Il a adapté au Zaouli ce pas de danse appelé le glissement. D'inspiration urbaine, ouvre les portes à l'international au Zaouli de Montfla. Moi, je suis allé à Italie, en Corée, en Chine, au Portugal, et puis au Burkina 3 fois. Tibeita, situé à mi-chemin entre Boisflé et Zieunula, a également connu son heure de gloire. Lélibi Lésier, un pur produit du Zaouli, exécute de manière synchronisée les pas de danse avec le masque. Le Zaouli de Tibeita a accompagné plusieurs missions officielles de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Zaouli de Tibeita est reconnu à l'international, mais nous n'avons jamais bénéficié. On a beaucoup voyagé, mais on n'a rien eu dedans. Le Zaouli est créé même pour faire plaisir à la population. C'est tout dernièrement que l'argent est venu. Sinon, que vraiment, le Zaouli, souvent, se déplace, il n'y a rien. Si les villages de Tibeita et Montfla tirent leur épingle du jeu, la plupart des praticiens du Zaouli broient du noir. C'est le cas de Zrabi-Siefla, village berceau du Zaouli, à environ 10 km de Zieunula. Ces précurseurs de la danse sont mis sous l'éteignoir par les autres villages actuellement en vogue. Ils nous ont volé la vedette. Hier, c'était Zamblebi et Tibeita qui partaient à la place de Zrabi-Siefla en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Montfla, mais qui vont jusqu'à Jésus en Corée, mais toujours au nom de Zrabi-Siefla. Et c'est ce que nous déplorons. Pourquoi ne pas venir directement vers nous, nous donner ce à quoi nous avons droit? Il ne profite pas non plus de l'inscription du Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette tombe repose Kweibi Voisier, l'inventeur du Zaouli. Sa sépulture est envahie par les herbes. Il est mort en 1980 dans des circonstances non encore élucidées. Selon ce que nos parents nous ont dit, il est mort et on l'a retrouvé pendu à Boisfléville. Voilà pourquoi nous avons parlé des circonstances de sa mort qui nous a beaucoup peiné. Dans cette rivalité, certains villages tentent de travestir l'histoire du Zaouli. Face à cette tentative, le ministère de la Culture tranche, reconnaît à Zrabi-Siefla la paternité du Zaouli. Selon les études, les missions, nous savons d'où est venu le Zaouli. Le Zaouli vient de Zrabi-Siefla, d'où le premier danseur, Voisé, voilà. Au-delà de cette émulation entre les villages, les 265 praticiens du Zaouli recensés par leur association vivent dans la précarité. Puisqu'ils n'ont pas de rémunération en tant que tel, c'était bon, soit dans leur ils font des plantations, il faut qu'ils mangent, ils ont des familles. Donc c'est dans ce sens que j'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient soutenus. Anciennement, il y a le Zaouli de Dianfla qui, après un voyage en France, les danseurs ont pu se construire chacun une villa. Aujourd'hui, c'est pour l'enthousiasme, la joie de danser qu'il y a le Zaouli. Mais le Zaouli, pour faire fortune, c'est devenu un peu difficile. Mais il y a un groupe qui se dégage un peu, c'est le groupe de Montfla. Il n'y a pas de programme clair de valorisation du Zaouli. Donc du coup, celui qui valorise le Zaouli se trouve celui qui est le bénéficiaire du Zaouli. Et donc il n'a pas intérêt, mais il n'y a pas de cadre pour expliquer qu'il y a l'origine et qu'il faut faire valoriser l'origine. Le Zaouli est plus une source de développement pour eux que l'anacade qu'ils le font dans leur village. Donc ils ne sont pas oubliés.
On doit travailler dans un programme cohérent pour expliquer toute l'origine et voir comment est-ce qu'on va faire évoluer. Le Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, suscite de plus en plus de festivals, dont 2 identifiés dans la Maraoué. Il contribue à garantir la durabilité de cette inscription sur la liste de l'UNESCO qui n'est pas définitive. La fin des querelles de leadership entre les praticiens et leur professionnalisation pourrait constituer un atout pour le Zaouli et pourquoi pas faire vivre ses praticiens. Voilà, et loin de ses pieds qui trépignent, rythme cadencé des tambours dans un environnement plus calme, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement de la plateforme numérique dédiée aux États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La création de cette plateforme dénote de la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de permettre que la participation à ces assises nationales soit inclusive à travers l'utilisation du numérique. Sephora Zeki. Il est désormais possible d'apporter sa contribution aux États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à partir du numérique. Un site internet est mis à disposition, www.étatsgénéraux-éducation.ci. Pour amplifier leurs échos et élargir par la même occasion la possibilité pour nos compatriotes vivant ici comme ailleurs, ainsi que les partenaires et les amis de la Côte d'Ivoire, qui pour diverses raisons ne seront pas aux concertations régionales, de faire leurs propositions. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, un jeu démocratique que salue le groupe local des partenaires pour l'éducation. Nous souhaitions un exercice des États généraux qui soit consultatif, que grâce à cette plateforme, nous allons pouvoir récolter des avis constructifs et certainement des innovations. Les EJENA, les 5e du genre en Côte d'Ivoire, viennent donner la parole à tous les Ivoiriens sans exception afin de proposer des solutions aux problèmes de l'école. Et cette plateforme numérique est l'occasion pour tous, y compris la diaspora, d'apporter des contributions pour faire briller à nouveau l'école ivoirienne. Je voudrais donc inviter l'ensemble des utilisateurs à saisir cette opportunité en pensant à l'avenir de nos enfants, en pensant à l'avenir de nos élèves, en pensant à l'avenir de nos apprenants et en pensant à nos enseignants et à nos encadreurs. Au-delà du système éducatif, c'est une contribution que chacun peut apporter à la construction de l'avenir de notre pays. Pour donner son avis aux États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, 3 possibilités sont offertes à partir d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'un ordinateur. Allez sur le site internet www.étatsgénéraux-éducation.ci puis s'inscrire. Depuis 2019, la Commission nationale d'hommage aux doyens honore les grands commis de l'État de Côte d'Ivoire à la retraite pendant qu'ils sont encore en vie. Après Hyacinthe Sarasoro et Lambert Amontano, c'est au tour de la générale Akissi Kwame d'être distingué dans quelques semaines. Annonce faite au cours d'une conférence de presse. Issa Chonoyeo. Honorer les grands serviteurs de l'État à la retraite de leur vivant à travers une distinction pour services rendus à la nation. La Commission nationale d'hommage aux doyens s'est assignée cette tâche depuis quelques années. Il faut d'abord être à la retraite. Lorsque vous êtes à la retraite, quel que soit le domaine où vous avez exercé, nous avons des critères pour vous détecter et nous avons toujours des critères pour choisir la bonne graine qui est différente de l'ivraie. Hyacinthe Sarasoro et Lambert Amontano, 2 personnalités du monde judiciaire et de l'éducation nationale, ont déjà été magnifiés par cette ONG. Pour les initiateurs, les jeunes ont besoin de modèles et de repères. Ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est que les gens arrêtent de rendre hommage aux personnes après leur décès. Il faut rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont vivants, pour qu'ils en tirent une toute petite satisfaction avant leur appel à Dieu. Ça réconforte, ça réveille. La générale Akissi Kwame sera la 3e personnalité à être distinguée dans quelques semaines par la Commission nationale d'hommage aux doyens.
Et c'est sur cet élément que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.